Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Et nous sommes le lundi 23 septembre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour, vous avez entendu l'info sur DAZN qui devient un peu moins cher. Notre invité va pouvoir regarder le football club de Rennes. Et notre invité, c'est Nolwenn Leroy. Ou de Guingamp. Ou de Brest. Voilà. Bonjour Nolwenn Leroy, merci d'être avec nous. Ce matin, on est ravis de vous recevoir. On reçoit Nolwenn Leroy, la comédienne. Bonjour en breton. Des maths. Kenavo. Non, des maths. Non, Kenavo, ça sera pour tout à l'heure. C'est pour dire au revoir, Kenavo. Voilà. Des maths. Alors, on va parler de Brocéliande. Je vous disais juste avant l'émission, je disais c'est sympa de venir parce que ça a commencé la semaine dernière sur TF1, fiction, saga de rentrée, et ça a cartonné. Donc, je me suis dit, elle va annuler, elle a plus besoin de promo. Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Écoutez, non, mais je suis ravie déjà d'être de passage chez vous, et puis toujours aussi heureuse de parler de l'aventure que j'ai vécue, en fait, tout simplement. C'est en fait ce qui me réjouit, c'est de me dire que le public prend autant de plaisir à regarder les aventures de Fanny que j'en ai pris à tourner. C'est vrai, toute l'équipe, c'est ce qu'on se disait à la fin du tournage. C'était tellement génial, ces 3 mois de tournage. On espère toujours que le projet soit reçu de façon aussi intense que l'on l'a vécu. Que vous l'avez vécu, et donc vous êtes contente d'en parler. C'est ce que vous m'avez dit ce matin. Ça a été un carton, et c'est vrai que la concurrence était dure, elle l'est toujours, mais il y avait L'amour est dans le pré, il y a la formidable saga également de France 2 de Christopher Thompson qu'on avait reçu, mais c'est vrai que vous êtes arrivé. Ça écrase tout. Brocéliande écrase tout, effectivement. Alors vous allez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et Valérie, aujourd'hui, on aura les chiffres à 11h de ce qu'on appelle le replay aussi sur la fiction. On pourra communiquer. Moi, j'ai un seul regret dans cette série, c'est qu'il y a beaucoup d'Erwan, de Rodrigue, mais il n'y a pas de Gilles, alors que Gilles, c'est breton. Ah, il n'y a pas de Gilles, il n'y a pas de Loïc non plus. Il n'y a pas de Loïc non plus. Mais non, mais c'est vrai que j'ai lu beaucoup pas de critiques, mais de gens que ça amusait. Mais c'est vrai que, en fait, c'est pas un cliché. C'est vrai qu'en Bretagne, il y a beaucoup de familles qui sont fières de leurs racines, et qui portent des prénoms bretons, ce qui est mon cas, parce que sont beaux, si les prénoms bretons, et c'est pareil au Pays Basque, c'est pareil en Corse. Donc non, c'est pas forcément un cliché. On tourne en Bretagne, donc c'est vrai qu'il va y avoir des lieux, et puis des noms de famille aussi à consonance bretonne. C'est vrai que la série ne devait pas se tourner en Bretagne au départ, que dans le scénario, et que ça a été. Il me semble que oui, il cherchait une forêt, mais je crois que la forêt de Brocéliande quand même est arrivée. Quand même rapidement, et justement on en a discuté cette histoire-là l'autre jour avec Juliette Ayel, la productrice, mais non, mais en fait c'est après effectivement que Dominique Farrugia, qu'on se soit croisé chez Michel Drucker. Il est toujours quelque part, Michel Drucker. Il faut toujours remercier Michel Drucker. Qui m'a gentiment... c'est dans une rencontre avec Michel Drucker, sur le plateau de Michel Drucker. Mais oui, j'étais invitée principale d'émission, et puis j'avais voulu inviter Dominique pour la sortie de son livre, et à ce moment-là il s'est dit tiens, c'était le bon timing. Ça veut dire que vous n'avez pas fait de casting sur Brocéliande? Non. Pas d'essai, rien du tout. J'ai fait passer les essais pour d'autres. Donc c'est ça qui était génial. Maintenant que je fais des essais pour d'autres projets, c'est génial, parce que maintenant je passe des essais. C'est pour ça que la pression était immense, parce que justement c'était la première fois. Quand on te confie un tel projet, à la fois quand on te fait un tel cadeau, mieux vaut se préparer au mieux et prendre le temps qu'il faut, parce que c'était pas rien. On va en reparler avec vous dans un instant, mais c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ça y est Valérie, on a battu la Belgique, on a un gouvernement. Alors juste avant 20h, ça va arriver au bon moment, les nominations sont tombées, et pour la première fois de sa vie, Valérie, la journaliste politique Nathalie Saint-Cric a dû se connecter à Internet. Ce qui m'a frappé dans un certain nombre quand on téléphonait à tout le monde pour savoir qui faisait quoi tout, c'est que les premières choses qu'on nous disait n'étaient pas forcément liées à la compétence, mais à l'équilibre. C'est-à-dire de la droite, de la gauche, du modem, du je sais pas quoi, du nord, du sud. C'est vrai qu'on a que des noms qu'on connaît pas. Vous les connaissez tous ces noms qu'il y a sur les... J'ai passé mon temps sur Wikipédia. Bon, c'est pas grave. Ce que vient de dire Nathalie, ça n'est pas grave qu'on sache pas très bien. Pour des ministères, je dirais, qui sont très politiques ou secondaires. Pour des ministères où il faut une compétence, un projet, une vision de ce qu'il faut faire, et l'éducation par définition est ce type de ministère, il y a effectivement là un doute très sérieux. Est-ce que la politique intéresse Nolwenn Leroy ? Oui.
bien sûr. Ah oui, vraiment? Alors, qu'est-ce que vous pensez moi, de toute la période? j'étais en fac de droit et avant, dans une autre vie. Donc, bien sûr que j'avais des cours de sciences politiques et bien sûr que ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé. Et il le faut, c'est important de s'intéresser à ce qui se passe dans son pays. Est-ce qu'ils ont perdu toute crédibilité, les politiques, à notre époque? On est dans une période assez compliquée, je dois dire. On est un peu dans un... C'est pas la meilleure des périodes. C'est difficile d'expliquer d'ailleurs à son enfant de qu'est-ce qui se passe. Parfois on en discute et j'essaie de d'expliquer de façon plus simple la politique. Mais là en ce moment c'est assez compliqué, je dois dire. J'ai du mal à trouver les mots. On a tous du mal à trouver les mots. Est-ce que vous êtes une mère sévère sur la télévision, les réseaux? Il a quel âge? Il a 7 ans? Non, moi il a 7 ans, donc fort heureusement pour moi il n'est pas sur les réseaux. Non, jamais de la vie. Mais sur la télévision, sur la télé. Je crois on allume la télé, mais il faut savoir l'éteindre. Moi, c'était le cas lorsque j'étais plus jeune. Je pense que le danger, c'est plus les écrans que l'on emporte avec soi partout. Il faut savoir faire autre chose, passer du temps dehors aussi. Voilà, donc là, on sait éteindre la télé. Il a conscience qu'il a 2 parents célèbres ou pas du tout? Ou c'est très éloigné pour lui? Parce qu'il a un papa très célèbre et une maman encore plus célèbre. Je crois qu'il a conscience qu'il a 2 parents qui ont une passion très forte et dans 2 domaines différents, la musique et le sport. Le tennis. Mais au-delà de ça, oui, je pense que moi, il en a eu conscience très, très tôt, mais il a un rapport très sain, j'ai l'impression, avec ça. J'ai pas l'impression que ça... C'est pas un sujet, en fait. Et puis, il a la chance d'avoir des amis aussi pour lesquels... Et à l'école, on lui dit pas ta maman non, papa, mais juste, fort heureusement, non. Même si c'était le cas de ma sœur plus jeune qui a beaucoup souffert de ça. Ouais. C'est pas... On dit souvent que ce métier est difficile par rapport au fait d'être artiste. Mais toute la famille, pour moi, c'est beaucoup plus difficile de gérer, particulièrement dans mon parcours et la fulgurance de mes débuts. C'était très particulier, pour les proches. Mais pour moi, mais très très difficile et très pour l'entourage, pour les frères et sœurs, bien sûr. Ouais. Il aime vos chansons ou il préfère celles de Jennifer? Je pense qu'il aime comme moi. Il adore celle de Jennifer et puis bien sûr qu'il aime la voix de sa maman qui lui chante des berceuses aussi, mais bien sûr, bien sûr. Et vous l'avez guéri aussi? Vous vous souvenez de cette histoire totalement folle où les Américains disaient que votre voix guérissait les maladies? C'était il y a très longtemps, ça. Hein. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'effet sur lui. Je ne sais pas si ça a de l'effet sur les autres non plus. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie et tout. Donc, dingue, cette sur histoire. Le calme, je ne sais pas. Mais non, mais en revanche, oui, je crois au pouvoir de la voix, des fréquences de la voix, aux voix qui font du bien et à certaines voix parfois qui sont moins agréables aussi. C'est vrai. Elle est votre maman dans Brocéliande, pivot de l'intrigue. Moi, je l'aime pas trop. Elle cache des choses. Marianne Chazelle, vieillie pour l'occasion. On la voit à différents âges dans la série. On sait que depuis son rôle de Zézette, elle aime la transformation. Elle était invitée la semaine dernière dans C'est à vous. Et évidemment, on vous parle de la Starac à chaque fois qu'on vous voit. À elle, on lui parle à chaque fois de Zézette. C'est vrai que juste après, on a eu beaucoup de propositions du même rôle, moins bien écrit, moins sympa, et puis j'avais fait le tour. Enfin, sincèrement, je voyais pas ce que je pouvais faire de plus ou de mieux. Mais par contre, c'était un personnage qui m'a vraiment permis de me rendre compte que j'adorais la transformation. Devenir quelqu'un d'autre et m'oublier complètement, justement, en se travestissant, en se rajoutant des choses, en s'en enlevant. Et comme j'arrivais pas à trouver le rôle en répétant, j'ai tourné autour, j'étais emmerdée, je savais pas par quel biais le prendre. Et puis un jour, je me suis dit, les dents. Et alors j'ai eu un dentiste super, à qui j'ai expliqué le problème, et il m'a fait un espèce de truc de ratichon là qui m'a absolument déformé définitivement les mâchoires. Mais ça m'a permis de trouver Josette, et c'est comme ça que Josette est née. Alors, cher Nolwenn, je ne sais pas si casser, je le fais bien, vous rapporte de l'argent à vous, à vos auteurs, mais alors aujourd'hui, c'est pas forcément le passage radio, mais la diffusion en streaming. Écoutez bien cette histoire, vous qui êtes dans le monde de la musique, d'un petit malin qui a réussi à gagner plus de 10 millions de dollars, alors il va peut-être aller en prison, avec des chansons créées par l'intelligence artificielle. Mais il a fraude un peu le système. Vous allez voir, c'est une histoire folle qui a été racontée par BFM Business. Comment gagner de l'argent sur des chansons que vous n'avez pas créées.
C'est Michael Smith. Il est musicien et il pensait avoir trouvé la martingale. Il a fait un truc incroyable qui lui vaudra peut-être 20 ans de prison aux États-Unis. Il a utilisé l'intelligence artificielle pour créer des milliers de chansons, les mettre sur les plateformes de streaming et faire tomber les droits d'auteur. L'IA aussi a généré des noms d'artistes aléatoires, des titres de chansons. Et en fait, il a utilisé ce qu'on appelle des bots. Donc, c'est des systèmes automatisés qui cliquent automatiquement sur ces chansons, qui les écoutent en boucle toute la journée, et qui font tomber l'argent. Et à chaque écoute, c'est une fraction de centime. Mais tu multiplies ça par les centaines de milliers de titres et par 6 ans où il a fait ça, il a quand même gagné 10 millions de dollars. Comme ça. Il a gagné 3 000 euros par jour. Il a hacké le système. Incroyable. Hein. Mais pourquoi il ira en prison, c'est illégal ? Incroyable. Bah, d'avoir des robots comme ça. Alors, il y a un autre phénomène qui vous intéressera, c'est les livres faits par l'IA aussi. Il y en a un qui a mis plus de 4800 livres sur le site de la Fnac avec l'IA. Vous avez toujours 3 gogos qui va acheter le livre et donc vous gagnez de l'argent. Ça vous fait peur, l'IA, dans le monde de la musique et ce que vous venez d'entendre ? Bah, c'est les limites de l'IA. Là, tout ce que l'on écoute et aussi lorsque l'IA reproduit aussi les voix de chanteurs connus aussi. Enfin, c'est un peu angoissant tout ça, mais comme toutes les grandes inventions de ce siècle, il y a toujours une partie positive et puis une partie terrible. Et ça, c'est vrai que pour la créativité, pour tout, c'est vrai qu'on se dit bon bah là, c'est quand même ça laisse présager le pire pour les années à venir si on ne légifère pas là-dessus, tout en sachant que là, en plus, ça a été découvert, mais je pense que dans quelle mesure on sait ou pas si certains artistes, qui utilisent l'IA aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a une autre arnaque, je vous l'ai dit, vous créez une chanson de l'IA, vous faites une playlist genre les plus belles chansons de Nolwenn, et puis au milieu, vous mettez et donc vous allez écouter comme ça dans votre cuisine, et puis d'un seul coup, il y a une chanson de Mathilde Bouchereau, puis vous vous en rendez pas compte, quoi. Et bim, ça génère de l'argent. C'est vrai qu'une machine pour détecter l'utilisation de l'IA, je crois que ça existe pour les textes. Mais c'est vrai que l'IA, vous pouvez lui demander, est-ce que c'est vous c'est toi qui a généré ça ? Et puis, on finit en musique. Et évidemment, cher Nolwenn, vous avez vécu l'expérience de Voice Kid. Et bien évidemment, ce week-end, il y avait Voice Kid. Je vous propose un extrait de l'émission avec Lenny. Moi, je vous dis que Lenny va gagner, je le sens. Hier, il était en battle. Et évidemment, il a gagné sa battle avec une chanson très smooth de Laissez-moi danser de Dalida. Monday is just another morning. Tuesday, I only feel like living. Day after day, life slips away. Moi, je vis d'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis. C'est beau, hein? Comme si j'étais. Oh, vous êtes sous le charme. Non, moi j'adore ses voix enfantines. Il a un vrai. C'est vrai que c'est toujours touchant d'entendre des voix d'enfants. Il chante, votre fils ? C'est la force aussi de ce programme. On est forcément touché au cœur. Oui, il chante. Il adore chanter. Ah merde. Ouais. Pourquoi merde ? Parce que là, on est mal barré. Encore un. Allez. Encore un. Allez, dans un instant, on se retrouve avec Nolwenn Leroy, qui est avec nous en studio, pour parler de Brocéliande, de la saga de la rentrée. Ça me fait penser un peu aux sagas qu'il y avait dans le temps, les cœurs brûlés, les Orage d'été. On va dire des séries bien ficelées. Absolument, bien ficelées. Avec plein de personnages qui cachent plein de secrets et on est tenu en haleine. Oui, ça c'est sûr. On y revient dans un instant avec vous. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Nolwenn Leroy, non pas la chanteuse, mais la comédienne. Ce soir, vous retrouverez Brocéliande. Ça a commencé la semaine dernière sur TF1 à 21h10. C'est un carton. C'est arrivé en tête des audiences et ça devrait continuer. Parce que vous avez envie de savoir. On a envie de savoir parce que c'est ce qu'on disait. C'est un vrai thriller. On est vraiment... tout le monde est un peu border. On en parlait pendant la pub. Vous avez mis du temps, encore une fois, à accepter... vous en avez eu plein de propositions depuis des années pour jouer, pour être comédienne, et vous avez toujours refusé. Mais c'est pas vraiment que j'ai refusé. Il y avait des bons projets, mais c'est des bons projets. C'est même pas tant ça. C'était le temps qui me manquait en fait, et je ne pouvais pas arriver les mains dans les poches sans faire une vraie parenthèse et prendre le temps de me préparer. C'est pas parce qu'on a pris
cours de théâtre plus jeune. Non, mais c'est vrai, j'avais fait du théâtre plus jeune. Et même si certains aspects de ce métier rejoignent le métier que je peux faire, je me devais de prendre le temps pour me préparer au mieux, et c'était pas. Et comment vous êtes préparé justement? Vous avez. J'ai fait j'ai repris des cours, enfin du coaching, avec d'autres acteurs, plein d'autres acteurs et actrices qui se préparent pour des tournages sur les plateformes, pour la télé, pour le cinéma également. Et puis il y a toute une partie de cours, enfin de théâtre, et puis toute une partie où on se donne chacun la réplique pour nos projets respectifs. Et c'est des moments géniaux. Chaque fois, c'est 3 heures d'affilée, plusieurs fois par semaine. Avec une coach merveilleuse qui s'appelle Karine Nuris et que j'embrasse très fort et sans qui cela n'aurait peut-être pas été possible. Mais non, mais c'est vrai, qui croyait plus en moi que moi-même. Qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario quand Dominique Farrugia vous l'a proposé, puisque c'est le producteur? L'intrigue, le mystère, l'enquête menée par une jeune femme qui se sert de ses compétences en tant que botaniste pour mener cette enquête sans être un flic, ça me plaisait beaucoup, ça changeait un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. La Bretagne, bien sûr, parce que ça faisait sens, le fait que ce soit en Bretagne, forcément. Et puis aussi, bien sûr, Juliette Hayat et Dominique Farrugia, parce que j'avais quand même, c'était des personnes merveilleuses. Et puis, je me voyais bien m'engager sur ce projet à leur côté. Et puis parce que c'était le bon moment, parce que je me sentais en confiance, et parce que j'avais moins peur qu'auparavant. Je me disais, c'est le moment de faire ce grand saut là, et puis d'aller plus loin, et puis de sortir aussi de ma zone de confort aussi. À un moment donné, dans la vie, c'est le moment. Et la chose qui est incroyable, c'est que tout le monde a des rôles importants. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, c'est que déjà, il y a des contre-emplois, mais c'est choral. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une multitude de personnages. Bien sûr. On l'a jamais vu dans un rôle comme ça. Il est posé, carré, il est incroyable. Mehdi Sadoun, qui joue votre avocat. Vous avez un Laurent Dunch qu'on a envie de frapper. Délicieusement détestable. Mais vraiment. Marianne Chazelle, qu'on a évoqué, qui est formidable, qu'on voit à différents âges de la vie, puisqu'il faut dire l'intrigue est particulièrement bien ficelée. Avec beaucoup de flashbacks, avec une intrigue en flashback et une autre intrigue dans la vie réelle. Il y a Catherine Marchal, Thomas Jouanet, Arnaud Binard, Léonie Simaga, et c'est vrai que ils ont tous des rôles extrêmement importants, comme le dit Et je vous écoute, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Attention, bande-annonce des épisodes de ce soir. C'est Laura. On a retrouvé son corps. Si elle est morte depuis 20 ans, comment son sang s'est retrouvé sur tes vêtements? Je suis sûre que Fanny est innocente. J'espère. J'ai l'impression que ma mère me cache des choses, qu'elle me dit pas tout. Yann Robic, lui, il avait une bonne raison de tuer Laura. Il refuse de parler. C'est qu'il protège quelqu'un. Brocéliande. Votre saga continue lundi à 21h10 sur TF1. Vous avez tué votre meilleur ami? Vous le saurez ce soir. Non, mais c'est aussi ce qui m'a décidé, c'est tous ces personnages, c'est ce film choral, parce que vraiment, d'avoir la possibilité à la fois d'apprendre aux côtés de tous ces acteurs merveilleux, et puis... Et moi, c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est à chaque fois de me dire c'est lui. Enfin, à chaque instant, on est complètement trimballé entre tous les personnages, et au moment où on se dit qu'on tient la vérité, ça bascule sur quelqu'un d'autre. Et c'est ça que j'ai apprécié. Et puis là, le casting, effectivement, où je trouve que tout le monde est super dans son rôle. Marianne Chazelle est devenue une amie ou pas? Oui, parce que vous avez une complicité à l'antenne, à l'image. Je pouvais pas rêver mieux que comme première maman de cinéma que Marianne, même si dans la vie on n'a pas vraiment cette relation, c'est plus de super copine, parce que elle est merveilleuse, c'est une grande actrice de théâtre. On a eu la chance, enfin j'ai eu de la chance de partager tellement d'échanges avec elle sur le tournage, sur toute sa carrière aussi, sur sa vie, sur ce qu'elle a, tous les conseils qu'elle a pu me donner aussi. Bienveillant et gentil. Alors je sais pas si c'est une fille qui aime les filles, dans le sens c'était son souci, et c'était le cas de Catherine Marchal aussi, de justement de faire en sorte que je puisse me sentir à l'aise et de pas être jamais j'ai été déstabilisée. Toujours, j'ai eu cette sensation d'avoir des regards bienveillants et protecteurs sur moi à ce moment-là, parce que c'est un film, on est tous
ensemble. Et pour que ce soit beau, il faut que tout le monde soit bien, en fait. C'est comme Bien sûr, Alors, je sais pas si c'est ce soir ou ça a été diffusé la semaine dernière, parce que moi, j'ai regardé les 4 épisodes que TF1 m'a envoyé. Mais à un moment, vous recevez une sacrée baffe. Elle l'a mis pour de vrai, Marianne Chazet? Écoutez, non, il y a des techniques de baffe. C'est vrai que j'ai appris ça sur le tournage. Il y avait le monsieur qui était là sur le plateau, qui est responsable tout ce qui est des cascades, et ce qui en fait partie aussi un peu d'une certaine manière des effets. Et il y a des techniques selon comment le plan la caméra est placée et des mouvements à faire. On a vraiment l'impression que ça part et que ça part fort. Et en fait, non. Et non, c'est une technique. Mais c'est vrai que au final, on se dit que on a collé une. Ouais. Mais non, ça ne m'a laissé aucune trace. Alors, il y a Michael qui dit: Nolwenn, est-ce que tu te rappelles de moi? On s'est vu au Leclerc de Saint-Médard en 2017. Au Leclerc de Saint-Médard. Alors, je dois dire que j'en ai fait beaucoup des Leclerc parce que j'ai fait beaucoup de concerts privés lors de mes sorties d'albums dans beaucoup de Leclerc, et où à chaque fois il y avait des queues, des foules immenses qui venaient assister au showcase avant, et c'était toujours des souvenirs que je garde, c'était des moments que j'adorais. Vos fans sont fidèles, hein? Ça fait plus de 20 ans, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir d'avoir ce lien depuis 20 ans. Mais c'est vrai que voilà, je me souviens pas précisément de chaque personne qui sont venues manger, mais je me souviens bien sûr de ces moments à part, parce que c'est toujours agréable lorsque l'on révèle un album ou cette série-là, d'avoir les premiers retours du public. Et lorsque je faisais effectivement ces showcases dans les Leclerc, ça y est, c'était la première fois que le public écoutait les chansons, la première fois que j'ai chanté sur scène. Avec une proximité. Et c'était génial, bien sûr, pour la première fois. Et d'ailleurs, vous avez continué chez Leclerc, parce qu'il y a eu une opération de 42 orchidées. Tout à fait. Je suis au courant. Mais oui, merci d'en parler d'ailleurs, parce que c'était en ce moment. Pour la mémoire. Tout à fait. Pour le week-end qui était consacré justement à la maladie d'Alzheimer. Vous êtes très engagé, vous participez au concert organisé entre autres par Véronique de Villèle, qu'on a eu vendredi. Et c'est vrai que moi j'ai vu le concert qui était à chaque fois formidable à l'Olympia. Allez-y, ce sera en mars prochain, mais si vous avez la chance de pouvoir venir, c'est un concert. Je comprends pas que la télévision le diffuse pas, parce que il se passe quelque chose d'assez incroyable lors de ces soirées, avec des artistes très engagés. Et vous avez été une des premières artistes à vous engager pour la maladie d'Alzheimer. Mais moi, j'avais perdu mon grand-oncle de la maladie d'Alzheimer. C'est vrai que j'avais été invitée par Pierre Souchon aussi, qui avait... C'est vrai qu'on a tous aujourd'hui un proche plus ou moins... tout le monde connaît quelqu'un qui est atteint de cette maladie. Donc c'est vrai qu'on a envie de pouvoir apporter sa petite pierre à l'édifice. Et après, je me suis rapprochée de Michel-Édouard Leclerc, qui a monté avec tous les magasins bretons dans un premier temps, et ensuite dans le reste de la France, tous les adhérents Leclerc, une opération qui s'appelle l'Orchidée pour la mémoire, visant à récolter des fonds pour la recherche. Et là, ça fait 10 ans, je crois, c'était l'anniversaire. Et aujourd'hui, c'est plus d'1 million d'euros par an pour la recherche. Donc c'est immense. Et on en a besoin, parce que c'est le nerf de la guerre. On n'est pas si loin, mais c'est vrai que on n'y est pas encore non plus. On n'y est pas encore non plus. Continuer. Vous avez toujours été une femme très engagée. Vous avez toujours essayé de donner au maximum, participer à de nombreuses opérations. J'imagine que ça a dû être un choc, tout ce qui s'est passé autour de l'abbé Pierre, parce que là, ça a été un vrai engagement. Vous êtes toujours la marraine de la fondation. Et vous voulez que ça change de nom? Alors la marraine, oui, plus que jamais, parce que je pense que plus que jamais, ils en ont besoin aujourd'hui, d'avoir des personnes qui continuent de mener ce combat et de porter ce message à leur côté. Sur la pauvreté. Bien sûr, sur la pauvreté, la précarité, l'accès au logement, qui reste quand même un vrai sujet en France, et je dirais une vraie cause nationale, un combat à mener. On l'a vu aussi auprès des Restos du Cœur l'an dernier, où de plus en plus de gens viennent au resto, d'étudiants. C'est un sujet majeur, de femmes, d'enfants lors de cette rentrée, qui vont à l'école la journée, qui n'ont aucun endroit pour se loger quand vient la nuit. Voilà, moi, mon engagement, c'est celui-ci, c'est pour cette cause, c'est un engagement de cœur en tant que marraine, et il perdurera tant qu'on aura besoin de moi. Le j'imagine que combat ne s'est pas éteint avec l'abbé Pierre, donc moi, je me suis engagée
pour la fondation, pour mener ce combat à leur côté, plus que pour l'homme que j'avais rencontré. Vous l'aviez rencontré, bien sûr, oui, l'abbé Pierre. Bien sûr. Maintenant, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est il le faut. Il n'y a pas d'autres solutions que les décisions qu'a pu prendre les décisions qui ont été prises par la fondation, de changer de nom. Tout ça, c'est important, bien sûr, pour les victimes de reconnaître ce qui s'est passé. Bien sûr, il n'y a pas de toute façon d'autres. Mais vous n'avez jamais pu l'imaginer, j'imagine. Ah ben non, mais qui peut imaginer un truc pareil? Mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas pour être défaitiste, mais il faut presque s'attendre pire toujours. Enfin, qu'est-ce qui peut... Je crois que tout le monde forcément est tombé des nues à ce moment-là et prend des décisions en conséquence. Il n'y a que ça à faire de toute façon. Vous avez été dans votre carrière. Pour réparer, il n'y a que ça à faire. Je pense à ce stade, parce que l'abbé quand même a disparu depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Donc aujourd'hui. Il n'y a que ça à faire. Et c'est les dirigeants de la fondation qui ont décidé pour réparer. C'est une forme de réparation, bien sûr, pour les victimes. Je pense, c'est important de les entendre, et c'est ce que fait la fondation. Mais des victimes, il y a les victimes, effectivement, de ce côté-là. Il y a aussi les victimes qui sont dans la rue. Mais il ne faut pas les laisser tomber parce qu'ils ont peur qu'il ne faut pas oublier aussi. Donc, et le prochain album, demande vos fans. Le prochain album, ça y est, là, je commence à m'activer. C'est vrai que j'ai du mal à me remettre en route après le tournage de Brocéliande, parce que ça a été quand même un gros morceau. Et je pense aussi que j'avais presque besoin que ce soit de le partager enfin avec le public pour me dire que je pouvais passer à autre chose. Donc ça y est, là, je pense qu'il est grand temps de revenir. Et puis aussi parce que ce qui manque le plus, c'est aussi le contact de la scène, parce que ça on l'a pas lorsque l'on tourne, sauf lorsque l'on est au théâtre. Donc peut-être faire du théâtre aussi, un jour, ça serait bien. Et la suite peut-être de Brocéliande, en tout cas ce soir. Ah, ça. En attendant, il y a ce soir. En tout cas, ce soir, deux nouveaux épisodes. La saga de la rentrée avec vous, Nolwenn Leroy, Marianne Chazelle, Catherine Marchal. Il faut les citer aussi parce qu'ils sont très très importants. Tous, Laurent Deutsch, Mehdi Sadoun. Bref, ce soir, vous en saurez un peu plus, mais vous ne saurez encore pas tout parce qu'il y a encore deux épisodes. Vous saurez pourquoi on a retrouvé du sang de quelqu'un qui est censé Merci en tout cas d'être venu ce matin sur Sud Radio, Nolwenn Leroy. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Et bravo pour votre engagement. C'est ce que nous disent vos engagements, c'est ce que nous disent aussi nos auditeurs. Merci à vous. On se retrouve avec une autre femme engagée, Chloé Nabédian, dans un instant. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansma, Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Chloé Nabédian. Bonjour Chloé, merci d'être avec nous. Météorologue, je disais femme engagée, puisque vous avez eu envie de nous faire partager aujourd'hui cet engagement en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'individu. Vous nous faire partager cet engagement pour de la lutte contre le dérèglement climatique, puis de faire le constat, d'expliquer aux gens en fait ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin à Cannes, vous avez vu les images avec le maire de Cannes qui dit on n'a eu aucune alerte, on comprend pas ce qui s'est passé, on ne nous a rien dit. Donc vous avez été longtemps Madame Météo. Et depuis, vous continuez à travailler sur le climat. On va vous retrouver ce soir sur France 5 dans une nouvelle émission Zone d'impact, la Méditerranée au cœur du dérèglement climatique. On part de la vallée de la Vésubie, frappée de plein fouet par la tempête Alex en seulement 24 heures. Et puis après, on comprend plus rien, on ne sait pas ce qui se passe. Le climat est déréglé, d'autres, il y a les climato-sceptiques. Vous avez voulu mettre un petit peu les choses au clair dans cette émission. Oui, l'idée c'était vraiment de faire la différence entre météo et climat, parce que beaucoup de personnes encore aujourd'hui confondent les deux. Et aujourd'hui, deux événements qui n'ont rien à voir en apparence, effectivement, entre les inondations et les incendies, ont en fait un lien commun. Et c'est une machine climatique qui est bien plus complexe. On a voulu prendre le temps de raconter ça et de se rendre compte que tout est connecté et lié. Et c'est vrai que le documentaire est très fort, très puissant, parce qu'il est raconté de l'intérieur par ceux qui l'ont vécu. Vous avez des experts qui sont là,
incontestable. Et puis vous avez des témoignages extrêmement forts aussi des personnes, de gens qui habitaient ces régions et qui ont été complètement pris au dépourvu par ces terribles intempéries. Oui, ça c'est le fabuleux travail de Charles Bourla et Wilfried Garcet, qui sont les deux réalisateurs enquêteurs pour ce film. Ils ont réussi à trouver vraiment des témoins incroyables, poignants. Ils nous ont donné leurs images, donc c'est vrai qu'on a un récit au cœur vraiment de l'événement pour mieux comprendre en fait toutes les étapes, parce que souvent tout le monde dit oui, mais on a l'impression qu'on ne risque rien, même si on a une vigilance orange. Et la réalité, c'est qu'un petit filet d'eau peut se transformer en torrent. Je sais que pendant des années, c'est quelque chose que j'ai martelé, mais ça a encore du mal à rentrer dans les esprits. Et là, c'est vraiment pour enfoncer le clou aussi, avec cette idée que comme ces phénomènes aujourd'hui touchent vraiment la France entière, ce n'est même plus la région PACA, c'est plus l'Occitanie, c'est vraiment toute la France aujourd'hui. Et donc, il y a ce sentiment où on peut aussi se retrouver dans ces personnages. Ça peut être notre grand-mère, notre mère, notre frère, notre sœur, ça peut être des gens effectivement que l'on côtoie, ça peut être nous aussi, confrontés un petit peu à ce qui s'est passé ces dernières années et se dire, mais attends, si jamais je réagis pas maintenant, si je mets pas en place peut-être des solutions d'adaptation, peut-être que c'est à moi que ça va arriver demain. Mais d'un autre côté, on voit évidemment tout ce qui s'est passé dans ce village. Mais est-ce bien raisonnable de construire des maisons au bord de l'eau, sur des rochers alors évidemment, elle a tenu pendant des années, et c'est le dérèglement climatique qui fait que d'un seul coup, ça devient danger. Mais on joue aussi avec la nature. On l'a vu également dans le Nord-Pas-de-Calais, que évidemment, les constructions et l'homme étaient aussi responsables de ça, non ? Et c'est ce qu'on montre effectivement aussi dans le documentaire, c'est que l'aménagement du territoire tel qu'il est fait, et il y a eu vraiment une accélération dans les années 80-90 avec une démographie vraiment qui s'est multipliée dans ces régions. Là, il y a eu un souci au niveau des constructions, un aménagement du territoire qui n'aurait jamais dû exister tel qu'il est là aujourd'hui. Beaucoup me disaient, oui, mais les maisons sont là depuis 100, 150 ans. Ben oui, mais c'est le tout début de la révolution industrielle, justement, et c'est le moment où tout a commencé à basculer, où on a commencé à construire aussi de façon arbitraire et sans prendre en compte, encore une fois, finalement ce que les anciens faisaient. Les anciens se prémunissaient des tempêtes, par exemple, en mettant des maisons à l'intérieur des terres et en n'ayant jamais de maison au bord de l'eau. Là, on fait tout le contraire. Et donc, c'est un peu le retour de boomerang aujourd'hui. Alors, pourquoi on n'arrive pas à prévoir ces événements ? Vous y répondez en partie, mais c'est vrai que là, il y avait, alors un auditeur, Stéphane, me dit, il y avait une alerte orange sur la région PACA, mais pas ciblée sur Cannes. Or, on voit des images d'inondations démente dans les rues de Cannes. Donc comment on explique qu'on n'arrive pas forcément à prévoir ? Moi j'étais en Espagne cet été et pareil, il y a eu une espèce de mini tempête qui a foutu en l'air tous les bateaux, qui a arraché et tout le monde a l'air surpris par ça. Comment on peut l'expliquer ? Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà la météo n'est pas une science exacte. C'est une science vraiment qui a énormément progressé quand même ces 20 dernières années de façon phénoménale. Mais il y a des phénomènes qui sont extrêmement localisés et donc qui sont très difficiles à prévoir. Et c'est le cas des orages. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de pouvoir dire à la minute près, au mètre près, où va se dérouler un orage. C'est absolument impossible. Et donc parfois, il y a des situations qui peuvent déclencher un orage, qui peut stagner et provoquer les problématiques qu'on a pu voir à Cannes, sans que ce soit forcément prévu. Il y a eu d'autres départements qui ont été placés en vigilance orange. Et il y a quand même une vigilance jaune dans le secteur. Mais c'est vrai que la vigilance jaune n'est pas encore assez mise en avant aujourd'hui par les médias, alors que ça concerne quand même une partie du département. Alors, on voit très bien et on comprend très bien que la météo est régulée par un courant qui s'appelle le Gulf Stream. À un moment, il va se séparer en deux, alors que ça, c'est jamais arrivé. Qu'est-ce que vous dites aux gens par rapport au rapport du GIEC qui disent, mais des incendies, on en a connu, des inondations, on en a connu. Ils sont capables de vous ressortir des dates. En 1950, il y a eu un grand incendie. En 1960, c'est des fausses dates que je vous donne. Il y a eu des inondations. Qu'est-ce que vous dites à ces gens en disant, qui vous disent le dérèglement climatique, tout ça, on n'y croit pas? Alors en fait, on parle vraiment du courant jet ou du jet stream, effectivement, en anglais dans ce documentaire, parce que c'est un grand régulateur du climat.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces phénomènes météo que les gens racontent, expliquent, etc., c'est vrai, ça a toujours existé et ça existera toujours. Simplement, aujourd'hui, avec le changement climatique, c'est des phénomènes qui sont en train de s'accentuer, de s'aggraver et de devenir surtout beaucoup plus puissants. Aujourd'hui, lorsqu'on a un épisode méditerranéen qui arrive... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le dérèglement climatique ne crée pas de nouveaux phénomènes, mais amplifie ces phénomènes, et phénomènes qu'on n'arrive plus, nous, humains, à gérer, qu'on arrivait avant à gérer. C'est ça, l'idée ? Alors, c'est tout à fait l'idée, c'est-à-dire que le phénomène n'est pas créé, il a toujours existé, mais devient plus puissant. Aujourd'hui, on ne le gère pas, tout simplement parce qu'il y a eu aussi un mauvais aménagement du territoire sur beaucoup de régions en France, donc les conséquences sont immédiates. Il y a une façon aussi de construire les maisons qu'on devrait totalement revoir parce qu'elles ne sont pas adaptées à la météo et au climat d'aujourd'hui surtout. Et à un moment, l'adaptation aura ses limites si on n'atténue pas les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on peut imaginer une adaptation si on arrive à limiter à 2 degrés la hausse de la température mondiale. On ne pourra pas s'adapter à 4-5 degrés de plus. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre. C'est 2 piliers qu'il faut faire absolument en parallèle. Il y a une chose, moi, qui m'interroge toujours quand je voyage, c'est de voir qu'on fait beaucoup d'efforts en France et qu'il y a beaucoup de pays qui ne font aucun effort, où le plastique est omniprésent, où on voit des mers totalement polluées, où on voit qu'il n'y a pas du tout les mêmes mesures qui sont prises sur la pollution si vous allez en Inde, si vous allez dans des pays comme ça. Donc on nous culpabilise, nous, mais il y a des pays qui ne font rien. Alors, en même temps, si jamais vous demandez à quelqu'un qui meurt de faim de s'occuper en priorité du plastique, je pense qu'on va vous raironner. Donc, c'est absolument important de bien différencier les choses. À un moment, ce sont les pays occidentaux qui ont créé ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Tout le plastique a été créé par les gens riches et qui ont les moyens de pouvoir s'acheter tout ça. Et après, effectivement, ce sont dans les pays en voie de développement qui subissent aujourd'hui de plein fouet les conséquences de ce changement climatique, de cette pollution, par exemple. Et pour avoir fait des documentaires, notamment en Afrique, lorsque vous avez une population qui aujourd'hui vous parle de famine, qui aujourd'hui vous donne peut-être l'idée qu'ils ne pourront pas survivre et que leurs enfants ne pourront pas survivre à cause du manque d'eau et de la nourriture, lorsque nous on imagine un monde à plus 4 degrés, c'est eux les condamnés à coup sûr. Donc en fait c'est absolument important, c'est pas une idée de culpabiliser, c'est une idée de prendre nos responsabilités aujourd'hui et de surtout montrer ce monde de demain dont on nous parle, qui n'est pas du tout sexy parce qu'on en parle un peu comme un retour des Amish, alors qu'au contraire aller vers la transition écologique, c'est aussi pouvoir avoir une meilleure justice sociale, être plus heureux et plus en adéquation et en meilleure sécurité. C'est un premier numéro de Zone d'Impact, il y en aura d'autres. J'espère. Oui, en tout cas, c'est l'idée. Ça va un peu dépendre de l'audience, mais il y a déjà quasiment le 2e numéro qui est acté. On travaille déjà sur les 10 prochains. Ce soir, on va également voir un autre phénomène que j'ai découvert qui est juste incroyable. Vous avez un feu, Valérie, et puis les pompiers sont là, et puis il y a d'un seul coup une boule de feu qui va survoler tout le dispositif des pompiers et qui va aller jusqu'à 2, 3, 4 kilomètres plus loin dans la forêt et qui va d'un seul coup embraser une autre partie. Et ça s'appelle les sauts de feu, c'est ça ? Et ça n'existait pas avant le dérèglement climatique. Alors là, effectivement, ce que les pompiers sont en train de constater sur le terrain avec les incendies dans le massif des Morts, c'est que nous avons des méga feux maintenant qui commencent à se mettre en place avec un brasier en fait qui fait une saute de plusieurs kilomètres et qui arrive à l'autre côté, qui même dépasse tous les dispositifs qui sont prévus et qui du coup déclenche un autre incendie ailleurs parce que justement tous les éléments sont réunis pour que l'incendie devienne extrêmement puissant. Et ça c'est quelque chose effectivement qu'ils ne connaissaient pas avant et sur lequel ils sont en train de travailler aujourd'hui pour s'adapter à ça. Donc ce soir 21h10, Zone d'Impact, la Méditerranée au cœur du dérèglement climatique. Merci d'avoir été avec nous, Chloé Nabédian. C'est déjà disponible sur France.tv parce qu'il y a de la concurrence ce soir. Absolument. Allez voir France.tv, Zone d'Impact. En tout cas, bravo à vous et bravo pour cet engagement. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant pour les débats. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.